Et puis généralement, merci aux organisateurs de ce séminaire passionnant. Alors, je prie de m'excuser pour ce matin, mais j'avais cours. Et je crois que la question qui est à l'ordre du jour est particulièrement bienvenue parce que je crois que l'heure est assez grave sur le sujet, où finalement, après des années de gabegie relativiste, où on a voulu faire croire à chacun qu'il pouvait réinventer le monde tout seul dans sa tête, la reprise en main qui n'est que la face de la même pièce de c'est comme ça, c'est pas autrement, vu d'en haut depuis là où je me trouve et que j'institue comme universel, au fond, voilà, il y a besoin de se remettre à travailler pour de vrai, quoi. Voilà. J'ai prévu de vous dire 3 ordres de choses, mais peut-être que si je suis trop bavard, ben, je n'en dirai que 2, vous me couperez. Alors, euh, moi je suis reparti de l'aspect pourquoi cette question, elle a besoin d'être reposée à nouveau frais aujourd'hui, et donc pourquoi je partage la préoccupation des organisateurs du séminaire. Euh, donc le collègue le disait d'une autre manière à l'instant, euh, il y a un enjeu dans l'enseignement et plus généralement dans l'éducation à faire percevoir aux élèves la nécessité d'inscrire ses propres expériences dans des cadres plus larges et à sortir de la dichotomie entre finalement faire admettre, sans démontrer, un savoir présenté comme universel euh, et à retenir, ce que l'école a peut-être longtemps fait, encore que peut-être il faudrait mettre des bémols, et de l'autre côté, ce qui a été fait pendant 30 ou 40 ans, ou plein de bonnes intentions sur l'idée de mettre l'élève en réflexion. En fait, si on le met en réflexion d'une manière qui ne conduit pas à confronter l'acte euh, à la pensée et au savoir, et finalement croire que l'acte est magique et conduit par lui-même, sans guidage, sans savoir à penser, eh bien, ça nous conduit finalement à la pente postmoderniste où il n'y a plus de réel, il n'y a que des représentations du réel qui s'épuisent dans des discours, quoi. Voilà. Et peut-être que les gamins qui ont suivi des parcours sous influence de ces conceptions-là, ben, évidemment, il n'y a pas de lien de causalité directe, mais qu'il y ait une génération si perméable au complotisme et à ce que je le sens, et puis j'ai envie de dire un truc, peut-être qu'il y a à s'interroger sur les effets de ce qui a été produit et finalement sur la facilité avec laquelle Blanquer et d'autres en contrepartie, disent ben, de l'autre côté, la solution, c'est le retour en dichotomie à autre chose d'inverse, quoi. Voilà. Et que je pense que Blanquer, il a bon dos quand on pense que c'est le seul coupable de tout ce qui nous arrive, parce qu'en fait, je pense que les portes lui avaient été grandes ouvertes par la dérive inverse, quoi. Voilà. Et que c'est les deux faces de la même pièce et qu'il y a une grande continuité entre les deux. Alors, moi, de ce que j'avais vu il y a quelques années, puisque je vous parlais de recherches plus anciennes et de recherches plus récentes, ben, c'est finalement que dans beaucoup de classes, euh, le souci légitime de sortir d'une vision descendante du savoir, à admettre, à faire retenir sans discuter, sans mettre à l'épreuve de ses propres expériences, etc., ben, il a donné lieu à inverser 2 phases des séances d'enseignement. En gros, il suffirait presque de commencer par mettre les élèves en activité pour que on ait rompu avec une présentation dogmatique des savoirs. Mais en fait, ce qui s'observe dans l'immense majorité des classes observées, c'est qu'après une première phase où il se construit peu de choses pour la plupart des élèves, hein, quelques-uns oui, on passe ensuite à une phase de vérité révélée, soit par le maître, soit par les bons élèves utilisés comme auxiliaires du maître. Et en fait, on n'a pas résolu le problème, on est toujours sur une question de vérité révélée, quoi. Voilà. Plus que de cadrage de l'activité pour que celle-ci amène à déduire, amène à conclure dans la tête de chacun, et pas seulement énoncé par les bons élèves enfants de cadre et d'enseignants, ce qui était attendu de l'ensemble du groupe. Et
peut-être que, alors, Elisabeth Bautier parlait de conception de pédagogique de l'élève auto-apprenant, ou si on le disait en empruntant à d'autres sources, finalement une logique de l'élève auto-entrepreneur de ses apprentissages, qui est bien dans l'idéologie néolibérale, qui est un miroir de l'idéologie conservatrice, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a besoin de sortir de cette dichotomie pour penser de façon dialectique quelque chose qui n'est pas admettre ou ressentir, voilà, venant d'en haut ou venant de l'intérieur, mais au contraire, amener à se confronter à des situations dans lesquelles les savoirs sont vraiment ce qui permet de les résoudre, quoi. Voilà. Donc, il y a bien sûr des gens qui y travaillent, mais peut-être qu'en formation, pendant longtemps, je ne sais pas, mais les effets de ce qu'on voyait dans les classes, de ce qui était retenu, c'était plutôt ce que je viens de décrire que ce qui aurait été souhaitable. Et je pense qu'il ne faut pas faire porter cette responsabilité-là aux enseignants. Je vais revenir, mais plus globalement, à des effets de système, des choix opérés. Mais juste avant, il me semble que dans ce qui est important, c'est pour inscrire les activités de la classe et des élèves dans des cadres plus larges, il me semble qu'il y a des dérives qui ont été observées, finalement, qui tiennent beaucoup au caractère interpersonnel des validations, des productions des élèves par le maître ou la maîtresse. Il y a quand même beaucoup de séances de classe où le maître ou la maîtresse valide ou pas des énoncés, mais pas toujours en les référant à ce qui, dans l'activité, permettait de les énoncer et qui fait plus large, si ce n'est universel, du moins, en tout cas, attesté, et qui fait référence parce que démontré scientifiquement, parce que, voilà. Et très souvent, les élèves pensent que l'enseignant valide les réponses selon le bon vouloir du maître. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, parce que du coup, ça renvoie vraiment à du particularisme. Si cette question n'est pas seulement imputable aux enseignants, je crois que c'est parce qu'elle est à réinscrire, c'est mon deuxième point, pardon, dans une des missions de l'école, qui est quand même de combler l'écart culturel. On vit dans une société, un système économique capitaliste, où il y a des classes sociales, des gens qui sont assignés à des places, et par définition, il y a un écart entre les modes de vie et les connaissances des différentes classes sociales. Et donc, qu'il y a un écart culturel entre la majorité des familles, je rappelle que 55% des élèves de la scolarité unique ont des parents qui occupent des professions d'exécution. Voilà. Il n'y a donc pas de raison de penser que les élèves entrent à l'école de plein pied avec le mode de comportement qui est que dès qu'on les met dans une situation, ils s'interrogent sur ce qu'il y a à apprendre dans la situation. Voilà. Il n'y a pas de raison de penser ça. Voilà. Or, c'est quand même l'idée installée. Et cet écart culturel, il me semble que voilà, reposer la question de quelle culture commune entre particuliers et universels, aujourd'hui, elle est vraiment importante parce que cet écart culturel, il s'est accru. Il s'est accru il y a quelques décennies quand l'école maternelle et l'école élémentaire ont changé de fonction. Elles n'ont plus pour fonction de préparer à sortir de l'école avec un certain bagage. Elles ont pour fonction de préparer tout le monde à des études longues. Et je pense qu'il vaut mieux que ça reste comme ça, même si, venant d'en haut, il faut... il y a des tentatives de freiner ça. Et donc, l'écart culturel s'est agrandi parce que recrutement social plus large dans le secondaire, ça, on le sait tous, mais un certain nombre de travaux peut-être auxquels nous avons contribué ont aussi insisté sur les faits que l'écart que les élèves de familles populaires ont à combler, il est important parce qu'il s'est accru par le haut. Il s'est accru par le haut pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Pour des bonnes raisons, parce qu'on vit dans une société où les savoirs savants sont de plus en plus présents et où il me semble assez logique qu'on se dise quelle part des savoirs savants on intègre au curriculum, au programme, et que, voilà, jusque-là, tout va bien. Qu'on se dise on veut enseigner à tous des savoirs issus de
des productions scientifiques. Voilà, moi, quand j'ai commencé à enquêter, ça ne remonte pas à hier, mais voilà, le structuralisme dans la conception des contes avait fait son entrée dans les programmes de sixième et même depuis la maternelle, et que, après tout, ça me semble une bonne idée. Donc, on enseigne des choses plus compliquées à des élèves qui viennent de plus loin. Ça a été la tendance pendant 30 ans, avant l'arrivée de Blanquer, qui a résolu le problème en disant, gentiment mais sûrement, qu'on cessait de viser la même chose pour tous. Mais si on ne veut pas en arriver à cette conclusion-là, comment on traite cette question du grand écart? Parce que dans le même temps où cet écart était agrandi, l'écart à combler s'était creusé, eh bien, les mêmes gouvernements qui disaient, qui validaient les programmes, ont ajouté des disciplines, de l'anglais en primaire, de l'histoire de l'art en primaire, de l'éducation à ceci et à cela, et on a retiré énormément d'heures. On a retiré énormément d'heures dans le premier degré avec la suppression des classes de 2 ans, avec la suppression des samedis matins. On a retiré énormément d'heures au collège avec les réformes Vallaud-Belkacem et au lycée avec les réformes Blanquer. Et donc, entre aujourd'hui à l'université, des jeunes qui ont eu un temps d'enseignement, un temps d'exposition au savoir considérablement réduit par rapport aux générations antérieures. Donc, comment on enseigne plus de disciplines, avec des choses plus compliquées dans chacune, hein, voilà, avec des élèves venant de milieux toujours aussi populaires, voire davantage, avec moins de temps. Et je pense qu'il est quand même bon de le rappeler, parce que sinon, on oublie que cette situation-là, décidée politiquement, avec l'aval du gouvernement qui aurait dû être différent, mais qui allait sensiblement dans le même sens, mais les enseignants, en situation de culpabilité, qu'est-ce que je fais, moi, dans ma classe, pour combler l'écart culturel? Est-ce que je travaille pour la tête de classe ou pour tout le monde? Et quel choix je fais avec les parents sur le dos? Et je pense que cette question-là, elle est à la fois pédagogique, mais elle est aussi politique, parce que sinon, on en revient seulement à discuter de quel choix pédagogique, telle pédagogie, elle est mieux, elle est moins bien, ceci, cela, mais il y a une chape de plomb des conditions économiques, matérielles, du temps qui est nécessaire pour faire des choix. D'autant que dans le temps d'enseignement disponible, il y a quand même eu des effets qui ont aggravé le problème. Blanquer, avec le grand oral, je veux dire, on enlève des heures de classe, des heures de cours, de ce qui doit être enseigné à tous, pour envoyer à l'élève la responsabilité d'un projet individuel. Blanquer a passé un cap sur le lycée général et techno, mais ça existait avant, et ce n'était pas le même type de gouvernement, puisque c'était Allègre en lycée général et technologique avec les TPE, dont des travaux comme ceux de Stéphane Vaquero montrent à quel point, quand on laisse penser aux élèves qu'il faut qu'ils partent de leurs préoccupations personnelles, de leurs petits goûts et de leurs petites passions, eh bien, c'est compliqué de les arracher de ces préoccupations particularistes des préoccupations identitaristes. Moi, je vais parler de mes convictions religieuses, moi, je vais parler de ceci, moi, je suis une fille, moi, je suis un garçon, je vais parler de ce que je pense être légitime pour un garçon, pour une fille, de les arracher pour les inscrire dans de l'universel au travers de savoir. Parce que ça a été vrai en lycée général et technologique dès la réforme Allègre des TPE, ça a été vrai en lycée pro avec la réforme Mélenchon qui supprime les heures de classe pour envoyer des projets personnels, professionnels, je ne sais plus, il y a 3P, je confonds l'ordre. Et je pense que tout cela participe à individualiser les cursus, mais pas dans le sens d'avoir l'attention que chacun s'approprie des éléments d'une culture commune. Ça particularise les curricula. Et peut-être que je rate l'heure, et peut-être qu'il est indispensable aujourd'hui de se poser la question de quel temps on a besoin pour enseigner quoi à toute une génération, si tant est que, mais je pense qu'ici on est d'accord, l'objectif, mais ils ne sont pas là-haut au gouvernement, si tant est qu'on soit d'accord sur le fait que le but, c'est d'enseigner une culture commune à tous, parce qu'on vit dans une société de plus en plus complexe, avec des gens d'origine variée, et que pour faire société, pour donner du pouvoir à tous les citoyens sur la façon de penser le monde, et de s'approprier une forme de pouvoir d'action sur le monde en le pensant mieux, eh bien, il y a besoin d'installer cette culture commune. Ce qui me conduit au troisième et dernier point, ça va, je suis en état, sur
le fait que les éléments de culture qui sont à transmettre, eux-mêmes, ont fait l'objet de beaucoup d'évolutions. Parce que si je prends des recherches assez récentes qu'on a pu faire dans l'équipe sur les albums de littérature pour enfants et leur lecture, eh bien, il y a un effet d'écho avec ce que montrent les sociologues de la culture dans les pratiques adultes des catégories très instruites, à savoir des conceptions, une évolution de la culture, des pratiques culturelles légitimes, cultivées, vers des formes d'éclectisme ou d'omnivorité, si je reprends le jargon sociologique. Autrement dit, que ce qui aurait été inenvisageable dans la bourgeoisie il y a un siècle devienne tout à fait à la mode, de dire qu'on aime à la fois les séries grand public et le cinéma d'auteur. Bon. Et cet éclectisme, cette cohabitation de registres, finalement, existe et pénètre l'école. Dans le cas des albums, eh bien, il y a des références culturelles qu'il faut détecter, très cultivées, qui offrent des clés de lecture si on identifie que derrière, il y a tel ou tel conte traditionnel auquel il est fait allusion. Ça offre une clé de lecture différente pour s'approprier l'histoire de monsieur ou madame Bidule, à qui il arrive telle chose. Mais du coup, on est sur des registres de lecture enchâssés qui ne sont pas seulement les effets d'influence de la culture acquise par les auteurs, mais qui sont aussi des invitations à lire de telle ou telle manière qui ne relèvent pas seulement de l'oralisation des informations données dans le texte, ce qui n'a jamais été au pied de la lettre le cas, puisqu'on pouvait toujours, même de roule-galette, faire une interprétation très savante, sauf que si un papa ou une maman oralise le texte de roule-galette, l'enfant, il a quand même à peu près l'essentiel de ce qui permet d'accéder à l'histoire. Aujourd'hui, toute une part de la production savante, ou en tout cas à destination d'un public choisi, ne permet pas de comprendre un album si on se contente d'oraliser le texte sans le commenter, sans confronter le texte aux images, sans enchasser ce qu'on nous dit au pied de la lettre avec un arrière-plan d'inférences culturelles à opérer, etc., etc. Mais du coup, un certain nombre de chercheurs, voire de préconisations pédagogiques, en viennent à dire, mais alors, puisque aujourd'hui, ce qui est bien vu, c'est d'avoir du langage pour mettre en relation de l'éclectique, des références éclectiques, eh bien, il suffirait d'enseigner des soft skills, des compétences langagières, et c'est là que se trouverait la solution. Mais il me semble que c'est aller un peu vite sur quelque chose qui me semble être une illusion, c'est que les catégories de pensée qui permettent de se saisir de ce type de récit, eh bien, elles ont été construites, elles s'acquièrent dans des registres assez légitimes. Si je reprends les termes de Bourdieu, voilà, dans la culture classique, on raisonne par auteur, par genre, par style, par période d'un auteur, etc. Et ce sont ces catégories que les familles cultivées et les enseignants qui font le job, et ils sont un paquet à essayer de le faire, essayent de mobiliser, de transmettre, de permettre l'appropriation pour arriver ensuite à les transposer sur des récits où ces codes sont en partie détournés ou utilisés seulement partiellement. Voilà, si je prends des verbatims de recherche, je me rappelle de maman qui dit « ce loup, il n'est pas comme dans les contes classiques, on en a déjà vu des loups qui n'ont pas vraiment faim, en insistant sur l'adverbe, et donc avec des signifiants qui viennent attirer l'attention sur le jeu avec des savoirs qu'on a déjà identifiés. Et donc, il me semble important de se dire que tout n'est pas particulier avec des dispositions ou des compétences à circuler entre des répertoires variés, compétences qui seraient innées, où il suffirait de faire fréquenter des répertoires variés pour que ça vienne tout seul, avec des enfants auto-apprenants, mais au contraire, que ça passe par des savoirs
Dans la tendance qui a eu lieu à penser qu'il fallait supprimer les savoirs, ou en tout cas les cacher, c'était has-been, et qu'il suffisait de faire appel à des compétences spontanées des élèves, cette espèce de jeu dichotomique me semble avoir produit des effets assez négatifs, et à ouvrir la porte à ce que derrière on nous dise il y a des savoirs à installer, il faut d'abord qu'ils soient installés pour qu'ensuite on pense au reste. Et il me semble que c'est plutôt dans la relation dialectique entre les savoirs qui s'avèrent pertinents pour lire un livre et on ramène des allusions, que les enseignants que j'ai vu faire ou les parents que j'ai vu faire et qui arrivaient, me semble-t-il, à transmettre davantage de choses aux enfants concernés, ils procédaient de cette façon plutôt qu'à être dans la dichotomie entre sans savoir ou avec des savoirs et rien d'autre. Voilà.